Et salut à tous, c'est Magicura et aujourd'hui, alors ce sera plutôt de l'audio. Je vais essayer de mettre quelques images de fond pour illustrer, mais sinon, voilà, ce sera que de l'audio et on va parler du Dark Continent dans le manga Hunter x Hunter. Donc oui, voilà, aujourd'hui ça va être plutôt format podcast, donc j'ai pas vraiment préparé grand chose, mais j'ai pas mal de choses dont j'aimerais parler. On va faire un petit tour d'horizon du Dark Continent. Donc évidemment, j'avais déjà fait d'autres vidéos là-dessus, par exemple celle sur la taille du Dark Continent et sur le grand tour du monde. Mais là, je vais peut-être rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on sait du Dark Continent, sur les factions qui vont y aller, par exemple, et puis peut-être un peu quelques théories que j'ai. Ça va pas être incroyable, puisque de toute façon on n'y connaît pas grand chose du Dark Continent, mais ce sera plutôt des choses que j'ai pu remarquer, et puis des déductions tout simplement. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec quelque chose d'assez simple. Je suis retourné voir tout simplement le nom japonais du Dark Continent, comme moi je l'appelle souvent. En japonais, c'est Ankoku Tairiku. Voilà, désolé pour l'accent. Et du coup, c'est vraiment littéralement continent sombre ou continent noir, donc Dark Continent. Contrairement à ce que nous dit par exemple la version de Kana qui est plus sur continent caché, qui est vrai dans un sens, mais oui, techniquement, c'est vraiment un continent sombre. Alors, à moins que je sois vraiment, voilà, j'ai pas eu de chance au niveau des traductions, mais je suis allé sur plusieurs sites de traduction et à chaque fois, c'était écrit continent sombre, en anglais Dark Continent. Donc voilà, je me demande si déjà, rien que de base, il y a une explication sur ce nom, parce que bon, continent, ok, c'est un continent, il n'y a pas de souci, c'est même l'un des plus gros continents qu'on ait jamais vu, mais continent sombre, alors évidemment, il peut y avoir juste le terme de sombre du genre, le continent vraiment ténébreux, où il se passe tellement de choses horribles que c'est sombre dans le sens de l'horreur, mais ça peut être peut-être littéral aussi dans le sens où il y a des zones peut-être sombres, des zones vers lesquelles on ne peut pas aller peut-être tout simplement. En tout cas, pour revenir un petit peu en arrière, on a évidemment le continent des humains, enfin c'est plusieurs continents, c'est ce qu'on appelle le monde des humains, qui est le monde connu, qu'on a depuis le début du manga. Et donc c'est minuscule, évidemment, par rapport au grand lac Möbius. D'ailleurs, j'ai été aussi un peu revérifier la version japonaise de Möbius. Et donc c'est vraiment littéralement pour le coup grand lac ou énorme lac Möbius. Il y a plusieurs termes qu'ils utilisent en japonais. Mais c'est soit grand, soit énorme, voilà. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Apparemment, c'est bien écrit lac et non pas océan. À la base, donc, on nous apprend que le monde des humains est à l'intérieur d'une mer, un océan qui est l'océan, on va dire, des humains, tout simplement. Autour de ça, on va avoir un océan autour de celui-ci qui est en gros la mer inexplorée. C'est là où normalement le Blackwell va s'arrêter, donc le grand bateau qui amène les 200 000 passagers jusqu'au nouveau continent, ce qu'on appelle le nouveau continent. Alors c'est un peu difficile des fois avec les termes parce qu'on peut s'y perdre. Le nouveau continent tel qu'il est nommé ici, je parle d'un continent annexe qui n'est pas le Dark Continent, mais un petit continent qui est peut-être très grand, mais qui reste minuscule par rapport au Dark Continent, où les personnes, donc les civils, vont débarquer, voilà, ils vont se répartir les territoires, etc. Pendant ce temps, normalement, les Hunters, etc., l'équipe de Beyond Netero, vont se rendre au vrai Dark Continent. Donc il se situe au-delà de cette mer. Il faut d'abord voir donc
les gardiens. Donc en fait, les gardiens, c'est un groupe de monstres a priori, qui fait le lien entre le monde des humains et le Dark Continent. Les gardiens vont assigner des guides qui vont amener, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas exactement comment, vers le Dark Continent, et qui aussi, apparemment, servent de guide sur place. Donc c'est pas que le lien, on va dire, maritime, c'est aussi le lien terrestre, puisqu'apparemment, à chaque fois qu'il y a eu une expédition, il a été accompagné de guides vers des lieux précis du Dark Continent où se trouvent des trésors. Alors on sait que les ancêtres de la race humaine auraient migré du Dark Continent jusqu'au monde des humains, selon des légendes et les inscriptions qui sont sur des ruines anciennes. C'est pareil pour ce qui est appelé les monstres, en fait c'est des bêtes magiques. Il est écrit que des catastrophes sont survenues à chaque fois que l'humanité a tenté de se rendre au Dark Continent. Alors si je refais l'historique, Jin nous explique que Dawnfrix, probablement un de ses ancêtres, il serait parti explorer le Dark Continent il y a environ 300 ans, ce qui d'ailleurs correspondrait à peu près à la date de création de l'association des Hunters, en tout cas du premier examen, en tout cas des premiers examens des Hunters. Et du coup, Dawnfrix a écrit un livre qui s'appelle, il a plusieurs noms, mais en gros, Récit de voyage du Nouveau Monde. C'est là où je dis qu'il faut faire attention, parce que Dawnfrix l'appelle le Nouveau Monde, mais c'est bien le Dark Continent, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Monde virtuel de tout à l'heure, donc le Nouveau Monde qui serait le nouveau continent vers lequel les civils vont migrer. Donc là, on parle bien du Dark Continent. Récit de voyage du Nouveau Monde. En japonais, c'est Shinsekai Kiko ou Shin Tairiku Kiko. Donc littéralement, soit carnet de voyage vers le Nouveau Monde ou carnet de voyage vers le Nouveau Continent. Alors, on sait que le livre existe en 2 volumes, l'Est et l'Ouest, mais seul donc l'Est a été retrouvé. Et l'Ouest, d'après Jin, serait encore en écriture à ce jour, par Dawnfrix. Du coup, alors, le livre de l'Est, il a été édité il y a plusieurs centaines d'années, sans plus de précision, et de base, il a été classé en tant que fiction, mais ensuite, il a été retiré des ventes, et donc, a priori, peu de copies sont en circulation. En tout cas, il y a très peu, on va dire, je pense qu'il n'y a plus de copies en circulation dans le monde et qui reste que, par exemple, chez les Hunters ou chez des personnes particulières, on va dire. Alors, à ce niveau-là, j'ai quelque chose à dire parce que on nous dit donc qu'il a été édité il y a plusieurs centaines d'années, comme je disais, pas trop de précision. Mais du coup, il a dû se passer quelque chose puisque Dawnfrix, il a dû revenir à un moment donné sur le monde des humains. Pour lui ou quelqu'un qu'il connaissait, d'une manière ou d'une autre, a fait l'aller-retour. Et Dawnfrix a dû repartir, si c'est bien lui, vers le Dark Continent. Et on va dire que, pour éditer le livre, il a bien fallu qu'il se passe quelque chose, qui donne son recueil à quelqu'un pour le faire éditer. Et c'est une information que pour le moment, on n'a pas encore. On ne sait pas ce qui s'est passé et comment Jin, a priori, connaît le nom de Dawnfrix. Si c'est simplement écrit sur la couverture, ce qui est possible quand tu as un auteur, dans ce cas-là, oui, on a facilement le nom, mais a priori, il y a l'air que Jin qui connaît cette histoire. En tout cas, Jin a l'air d'en savoir un peu plus que ce qu'il n'y paraît. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il en connaît autant. Maintenant, peut-être que toutes les informations que donne Jin à l'équipe de Beyond sont tout simplement celles qui sont dans le livre. Dans la conversation que Jin a avec les membres de l'équipe de Beyond, c'est un peu bizarre parce que donc il a l'air de présenter les 5 calamités sans aucun problème, mais ensuite on voit que eux ont très peur, ils sont hallucinés de ce qu'ils entendent. Donc ça voudrait dire qu'ils n'ont jamais lu le livre de Dawnfrix.
En tout cas, ce qui est possible, enfin, je pense quand même que avant d'y aller, Beyond Netero a lu le livre. Ça paraît assez logique, alors que le reste de l'équipe n'avait pas lu. Bon, peut-être que c'était dans son intention qui se démerde un petit peu, mais c'est surprenant. En tout cas, il explique, Jean, que donc il y a les 5 calamités, donc Brionne, l'arme végétale, Aïe, l'organisme gazeux, Elbel, le serpent à double queue, Zobé, la maladie de l'immortalité, et Papou, le monstre éleveur d'humains. Donc ça, il l'explique, et donc il explique aussi que Beyond veut envisager un nouveau chemin, mais qui peut amener une 6e calamité. Donc les 5 calamités, on va dire, celles qui ont été présentées dans le livre de Don Fricks, sont a priori les 5 grandes calamités de l'Est, mais c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres. D'autres que, par exemple, du coup, Don Fricks n'aurait pas vu. Enfin, le fait que Don Fricks ait fait quand même le tour du Dark Continent, on peut s'imaginer que c'est les 5 plus gros monstres, ou en tout cas entités, qui sont les plus dangereuses autour du Dark Continent. Parce que quand on regarde un peu la carte, on remarque que Don Fricks a fait vraiment le tour, mais simplement de l'intérieur, si je puis dire, vraiment le tour du lac, même si c'est à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres du bord, ça reste assez proche, quoi. On ne sait pas pourquoi exactement il ne fait que le tour, même si évidemment on peut s'imaginer que c'est compliqué de faire la totalité du Dark Continent vu la taille qu'il a l'air de faire. Peut-être que le tour c'est déjà suffisant. En tout cas, évidemment, il explique dans le récit vers le Nouveau Monde toutes ces histoires de calamités. Alors là, j'aimerais quand même revenir sur un point à ce propos, qui est que donc, les 5 calamités, on le voit dans le chapitre 341, si je ne m'abuse, on les voit et on nous les présente par rapport au livre, en fait. Et je ne sais pas si vous pouvez voir donc, sur l'image que je vais présenter, enfin, c'est l'image où on nous présente les calamités. On a le globe inconnu qui protège les vestiges très anciens, l'arme brillante, la dépendance partagée de l'ambition. Bon, des fois, là c'est la version Cana, mais bon, on est plus sur l'être vivant gazeux, on est plus sur apparemment la codépendance, etc. Le mal qui transmet l'envie de tuer, Elbel, le serpent à double queue, l'échange de la vie contre le plaisir, Papou, le monstre éleveur d'humains, et le désespoir sans fin qui se fait passer pour de l'espoir, Zobé, la maladie de l'immortalité. Sur cette page-là, moi ce que je remarque, c'est qu'il y en a 4, les 4 du haut, qui sont vraiment, on va dire, comme dessinés dans le livre. Et la 5e qui a l'air d'être, qui est pas une représentation du livre, mais qui est clairement l'humain, le hunter qui a été retrouvé, on va dire, touché par Zobé, la maladie de l'immortalité, qui lui a permis de vivre, plus de 50 ans sans se nourrir. Ce qui me fait dire que j'ai l'impression que Don Fricks n'a pas forcément vu ce qu'était Zobé. On a l'air d'en connaître a l'air d'en connaître ce qui en découle. Peut-être qu'il l'a vu sur des monstres ou sur des animaux, mais peut-être pas sur des humains, parce que dans ce cas-là, il nous mettrait une image. Mais on pourrait se dire, si ça se trouve, même que Don Fricks n'a jamais rencontré cette calamité, mais elle a l'air quand même d'être présentée, parce que on a quand même, comment je pourrais dire ça, comme une poésie. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais à chaque fois, on a une image avec un petit texte expliquant ce qu'est le monstre et le nom du monstre. Et
Pour Zobé, c'est la même chose. Il a un petit texte, le désespoir sans fin qui se fait passer pour l'espoir, ou bon, dans certaines autres traductions, c'est un peu plus mélodique que ça, si je puis dire. Zobé, la maladie de l'immortalité. Donc pour moi, en fait, le fait qu'on voit que le texte est aussi, on va dire, un peu du même genre que les 4 autres, ça me fait dire que finalement, Don Fricks a bien vu Zobé ou a compris ce qu'était Zobé, mais ne l'a peut-être jamais vu sur un humain, ou en tout cas ne savait pas la représenter dans le livre. Et c'est pour ça qu'on a non pas une représentation comme une photographie, hein, puisque c'est un peu ça les autres, hein, on a l'impression d'avoir une photographie, mais là c'est représenté par le même Hunter qu'on voit un peu plus tôt, qui est touché par la maladie. Par contre c'est vrai que Brionne, sur cette image, on voit que Brionne a l'air d'avoir un corps d'humain, donc peut-être qu'à ce moment-là, c'est une arme, voilà, ce qu'ils appellent une arme végétale, c'est une arme qui prend peut-être possession d'humains et peut-être qui permettent de les faire vivre pendant des décennies. Peut-être, hein, je dis ça comme ça, mais ce qui serait étonnant, c'est voilà, si Don Fricks se balade tout seul, comment il peut voir un Brionne avec un corps humain, quoi. Voilà, à moins que ce soit vraiment ça fait partie de l'arme, mais ça n'a pas l'air, parce qu'ils disent que ça a l'air d'être plutôt un globe, donc puis c'est une arme végétale, donc pourquoi ça aurait un corps humain? Bon, plusieurs hypothèses là-dessus, mais c'est vrai que si je reprends un petit peu les 5 calamités, puisque je suis dessus, donc Brionne, on nous parle, voilà, de globe, donc c'est ça, un globe qui a l'air, enfin, quand on le voit, il a l'air non pas d'un globe, on va dire d'une sphère complètement noire, mais on a l'impression qu'il y a des petits trucs dessinés, et si c'est on va dire quelque chose de végétal, peut-être que c'est ça, c'est simplement une boule végétale qui a peut-être sa propre volonté ou quelque chose comme ça. Voilà, et si on reprend le tableau de dangerosité des êtres vivants qui est dans le volume 33, donné par Togashi, on en sait un peu plus sur Brionne. Donc par exemple, Brionne, bon, il est évalué en tant que B+, dans la globalité, donc B+, c'est déjà déjà pire que les chimérantes, dont l'agressivité à l'égard de l'homme sont considérées entre B et A1, donc ça correspond à soit, donc, dans certaines conditions, cet être vivant peut passer de B à A, soit l'environnement naturel, nourriture, particules chimiques, ou alors A1, donc ça correspond à il attaque l'homme, tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là, c'est un truc qui attaque, mais pas forcément, on va dire, dans certaines conditions. Au niveau du nombre, Brionne est considéré comme entre 10 à plusieurs dizaines, et en termes donc de capacité de reproduction, on est en B2, ce qui correspond à, si les conditions sont réunies, il peut être de niveau A. Donc voilà, alors on regarde ce que c'est que le niveau A. Lorsqu'il entre en activité, il se développe très vite et son nombre explose. Voilà, a priori, et si on le fait chier, si j'ai bien compris, il risque de se reproduire, donc en tout cas de se redévelopper, voilà. Donc peut-être que voilà, c'est comme si appelé le gardien des ruines, si on le laisse tranquille, il fait rien, si on commence à vouloir chercher le trésor, peut-être que voilà, il attaque. Ensuite, voilà, donc ça c'était voilà, on a la force de destruction qui est de A1 chez Brionne, et A1 c'est probabilité de mort très élevée, très difficile à éviter. Voilà, on est sur vraiment un truc très violent a priori. Et dans la globalité, alors on n'a que des B et des A, enfin des B+, et des A dans le total, et en gros pour Brionne, donc Brionne et Zobé c'est B+, et AI, Papou, Elbel c'est A. Donc dans le cas des B, on est à nécessité de faire disparaître dans les plus brefs délais cette espèce dangereuse.
Les moyens sont connus mais très coûteux et très risqués. Nécessité d'une intervention de plusieurs pays, séparément ou ensemble. Donc tout ça, on ne sait pas vraiment si les personnages chez les Hunters sont au courant, mais a priori, c'est peut-être quelque chose qui a été évalué en fonction des différentes, des fois où ces monstres ont été rencontrés. On en parle un petit peu dans le manga. Il y a plusieurs pays qui ont essayé d'aller récupérer les trésors et qui ont été en confrontation directe avec les calamités, et bon, ils y ont perdu pas mal de monde. La plupart des gens qui y vont en général meurent tout simplement. Ensuite on va passer donc à AI. Donc AI, l'être vivant gazeux, bon, on le rappelle, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à être connu, que AI correspond certainement à Nanika. D'ailleurs, on voit dans le manga, juste après la présentation de AI, on voit voilà, que Nanika vient du continent caché, c'est quelque chose qui dit AI d'ailleurs. Donc il y a vraiment très peu de chances qu'on se trompe quand on dit que AI et Nanika sont liés d'une certaine manière. A priori, il n'y a pas de problème. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et du coup, voilà, l'être vivant gazeux AI, si on reprend le tableau de dangerosité, alors on n'a pas toutes les infos sur AI, mais en tout cas, on sait que l'agressivité à l'égard de l'homme, c'est A2, et A2, ça correspond à mode de vie et agissement de cet être vivant sont un danger pour la vie d'un grand nombre d'hommes. Et c'est vrai que quand on voit que même dans le monde des humains, il y a déjà des morts qui sont torsadés, etc. On se dit que ça a l'air de pouvoir détruire un certain nombre de vies assez rapidement. On n'a pas leur nombre, mais au moins, sur l'image, on en voit qu'il y a au moins 5 entités gazeuses, et on ne connaît pas la vitesse et la capacité de reproduction. Par contre, on nous dit que la force de destruction est entre A et B, et alors là, par contre, ouais, ça fait beaucoup de choses différentes, donc je vais essayer de vous dire tout ça. Au niveau de la force de destruction, la capacité de destruction, c'est... Alors là, c'est entre A et B. Alors je vais essayer de faire un résumé, mais en gros, c'est soit on meurt, soit on a des séquelles à vie, des blessures impossibles à soigner, mais qu'apparemment les moyens d'éviter seraient connus. En tout cas, voilà, en cas d'échec, très forte probabilité de mourir. Donc voilà, apparemment AI, ça a l'air d'être un truc un peu merdique. Et pour le total, donc on est sur du A, comme pour Papou et Elbel, comme je disais. Et là, A, c'est nécessité de faire disparaître dans les plus brefs délais cette espèce dangereuse, mais difficile car aucun moyen connu. Collaboration au niveau mondial indispensable. Vraiment, on est sur des monstres de qualité top, plus, voilà. Donc ça, c'était pour AI, et on va passer rapidement à Papou. Et Papou, donc, alors de ce qu'on connaît, parce que pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'était... voilà, on voit pas en fait le monstre, on voit juste des yeux bizarres avec un genre de cordon ombilical vers la tête d'humains qui sont rétrécis. C'est un truc absolument immonde. Et puis on voit aussi un peu plus tôt dans le manga des petits corps comme ça, justement, qui ont été peut-être récupérés par les ministères là, pour les étudier. Donc alors le Papou, il est en agressivité à l'égard de l'homme A2. Ça correspond à mode de vie et agissement de l'être vivant sont un danger pour la vie d'un grand nombre d'hommes. Ça arrache. On ne sait pas non plus pour son nombre et pour la capacité vitesse de reproduction. Et par contre, donc, force de destruction B1. Les moyens de l'éviter sont connus, mais dommages importants en cas d'échec, très forte probabilité de mourir.
Et en globalité, donc on est sur du A. Pour Hellbell, on a un genre de monstre voilà, qui est un serpent à double queue, dont on a une image donc, qui est rapportée dans le livre de Dawn Fricks, sachant que c'est une image, si c'est une image d'il y a 300 ans, on pourrait s'imaginer que voilà, ce genre de monstre est grandi. On ne sait pas trop pour l'être vivant. L'être vivant, c'est pas sûr que ça grandisse vraiment. Brillante, si c'est une arme, ça doit rester plus ou moins pareil. Papou, de toute façon, on voit pas quelle tronche il a, donc on peut pas trop savoir. Mais Hellbell, on voit que ça a l'air d'être un petit serpent, en tout cas, qui est sur une branche, avec deux queues qui ont des dards. Et donc, Hellbell, ça peut un peu correspondre à Belle comme comme un serpent à sonnette peut-être, qui aurait on pourrait peut-être entendre un bruit horrible juste avant de se faire attaquer. C'est peut-être un peu de là d'où vient le nom. Donc pour Hellbell, on est en agressivité à l'égard de l'homme A1, donc tout simplement il l'attaque. Lui, il l'attaque directement, l'homme, et on ne sait pas, encore une fois, pour le nombre qu'ils sont et la capacité de reproduction. Donc il est possible que Hellbell soit plusieurs serpents. Voilà, donc on est en A2, force de destruction, donc gêne dans la vie quotidienne, provoque des dégâts difficiles à soigner, laisse des séquelles à vie. Donc là, on n'est pas forcément sur mort instantanée, si je comprends bien. Bien que lors de l'expédition de la Fédération Ochima, lorsqu'ils sont rendus sur place, 99% des hommes sont tombés, ont été la proie de Hellbell. Alors d'ailleurs en français, dans Kana, dans la version de Kana, ils disent dévorer, alors qu'on est plutôt sur les proies, donc on ne sait pas s'ils sont morts de la faute de Hellbell, mais a priori, d'après ce qu'on peut comprendre et d'après le nom, ce serait plutôt peut-être qu'ils se seraient entretués. C'est qu'une possibilité, mais il semblerait, d'après ce qu'on peut comprendre, voilà, que y a de l'agressivité face à l'homme, mais par contre, on peut peut-être en survivre. D'ailleurs, il y a 11 survivants, c'est pas beaucoup, mais ils disent donc force de destruction, gêne dans la vie quotidienne, donc c'est pas mort instantanée, comme je disais. Donc il est possible que voilà, c'est un peu comme de la manipulation, ça attaque un homme et ensuite les hommes peut-être s'entretuent. Voilà. Et en total, donc on est sur du A. Et on va terminer donc par Zobé. Zobé, c'est le plus compliqué, comme je disais tout à l'heure, des 5, puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos. Enfin, on a des infos, mais c'est pas très clair. On ne sait pas si c'est un monstre qui inocule le virus de l'immortalité, ou si c'est une plante, ou si on peut l'attraper par l'air. On ne sait pas exactement du tout comment ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est que l'agressivité à l'écart de l'homme passe de C1 à A2. Donc voilà, tu as tout l'attirail. Donc C1, c'est il y a des écarts individuels. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, peut-être que suivant l'environnement, il attaque l'homme. Voilà. C'est un danger pour l'homme. On ne sait pas grand-chose en fait. C'est assez peu clair le tableau des êtres vivants de la dangerosité à ce niveau-là. En nombre, par contre, on est sur du E. Et Zobé est considéré comme E, c'est-à-dire 1. C'est un peu surprenant, mais voilà. Alors à moins que ce soit quelque chose qui s'attrape et qui ensuite se répand tout simplement. En capacité et vitesse de reproduction, on est sur du B2. Donc si les conditions sont réunies, il peut se développer très vite et son nombre explose. Donc c'est un peu la logique de... voilà, on peut... si c'est un peu comme des zombies, voilà, j'imagine qu'ils peuvent se transmettre. Et donc ça, c'était capacité de reproduction.
pareil, on est sur du B2 en force de destruction, c'est-à-dire provoque des blessures difficiles à soigner de façon définitive, ce qui est a priori logique. Et B+, donc nécessité de faire disparaître dans les plus brefs délais cette espèce dangereuse, donc ça c'est en total. Voilà un petit peu pour le résumé. Je vous invite à lire le volume 33 pour en savoir un peu plus sur les 5 calamités. En tout cas, c'est vrai que les Hunters ont l'air d'en savoir un peu plus sur tout ça. Comme par exemple, on voit Cheadle qui donne des explications aux autres membres du Zodiac avec des documents, etc. Et puis le V5 aussi a des documents sur les 5 calamités, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ce tableau des êtres vivants est canon dans la diégèse, on va dire, du manga. Voilà, et ensuite on nous explique plusieurs choses à propos de Beyond. Donc on sait que Beyond a pris un chemin dans sa jeunesse, il a pris un chemin avec un guide et des membres, je sais plus, je crois que c'est le royaume de Kukenyu. Et d'ailleurs c'est mal écrit dans la version de Kana, je suis désolé encore une fois, mais c'est des membres du royaume et non pas le roi directement, puisque là on a l'impression que c'est le roi en plus qui s'est fait attaquer, enfin c'est pas très clair. En tout cas ils y sont allés et ils ont récupéré l'un des trésors dont je parlerai tout à l'heure, et en repartant ils ont pris un autre chemin que leur conseillait le guide. Et du coup, ils ont perdu la plante, enfin elle s'est fanée, et du coup, ils ont été attaqués par Zobé. Je ne sais pas exactement comment. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais avant, c'est que peut-être que Don Fricks ne connaît pas forcément la Zobé. Enfin, il en a peut-être entendu parler, peut-être, mais si c'est pas exactement à côté du trésor, peut-être qu'il a juste trouvé le trésor, et n'a jamais rencontré Zobé. Dans le chapitre 341 d'ailleurs, on nous parle de l'annexe Beyond. Donc c'est quelque chose qui est en annexe, donc ça voudrait dire qu'il y a plus d'infos sur Zobé grâce à l'expédition de Beyond qu'il n'y en aurait potentiellement dans le livre de Don Fricks. On nous explique bien que c'est une annexe, donc c'est peut-être de là... c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'image provenant du livre comme on parlait tout à l'heure. Et qu'à la place, nous, dans ce qu'on voit dans le manga, on nous présente ce Hunter qui a été attaqué par Zobé. Et maintenant, donc, on va parler des trésors pour lesquels ils ont envie d'aller sur le Dark Continent. Eh bien, on a donc celle qui est proche de Zobé. Comme je disais, c'est donc la plante Métallion, qui est la plante alchimique. Donc on sait absolument rien là-dessus, mais plante alchimique donne un peu l'impression qu'il y a de l'alchimie, tout simplement de la chimie, de l'alchimie, qui permettrait de faire des choses peut-être comme un peu la pierre philosophale, hein, on ne sait pas exactement, mais qui permettrait de changer des éléments ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, comme c'est une plante, c'est pas trop comment s'en servir. C'est une plante qui est certainement pas unique, puisque s'ils ont réussi, Beyond a réussi à en choper au moins une, c'est certainement qu'il y en a d'autres, parce que sinon on nous en parlerait pas, tout simplement. La plante alchimique... il y en a certainement beaucoup, mais il faut apparemment, c'est assez compliqué de la trouver. Ensuite, comme autre trésor, on a le Sangensui. Alors, c'est pas très facile à traduire. En anglais, ils l'ont traduit Trinity Elixir, qui donne un peu cette impression qu'il y a 3 élixirs, on ne sait pas exactement, mais San, ça veut dire 3 en japonais, qui est la solution mère, donc la solution première de toutes sortes de liquides, qui serait donc situé au sud-est du Dark Continent et donc sur le territoire de Ai. Ensuite on a le Nitro Rice. Alors techniquement en japonais c'est Nitro Mai, et Mai ça veut dire riz, donc en vrai en français on devrait dire riz nitro.
qui confère donc une extrême longue vie à celui qui, a priori, le mange. Hein. Ça a l'air d'être une céréale, en tout cas, qui se trouve sur le territoire de Elbel, donc le serpent à double queue. Ensuite, on a un minéral, le Mujin Seki, qui est littéralement la pierre inépuisable. D'ailleurs, en espagnol, ils l'ont traduit comme étant la pierre fantôme. En tout cas, Mujin Seki, c'est un terme qui est utilisé pour des îles ou des villes inhabitées. Donc peut-être que ça peut donner quelque chose, mais a priori, c'est dans des montagnes au nord-est du lac Möbius, et donc c'est là où il y aurait Papou, l'une des 5 calamités. Une toute petite partie de la taille d'une perle permettrait, donc si on la met dans l'eau, de générer jusqu'à 20 000 kW d'énergie pour une journée. Donc 20 mégawatts, hein, et non pas 20 000 watts, comme dans le manga de chez Kana, c'est bien 20 000 kilowatts, qui représente à peu près l'énergie pour une ville par jour. Et enfin, on a encore une plante, donc c'est une herbe médicinale, Manbyo Nikiku Koso, mais en gros ça veut dire, alors il y a 2 choix, c'est soit l'herbe, une herbe qui est efficace contre 10 000 maladies ou contre toutes les maladies. Voilà, bon. Du coup, 10 000 maladies, ça représente beaucoup quand même. Mais en tout cas, cette plante peut être trouvée donc au nord du lac Möbius, donc sur le territoire de Brionne, après avoir passé 400 km de forêt. On tombe sur les ruines d'une cité ancienne avec un labyrinthe. D'ailleurs, à un moment donné, on peut voir que Steiner étudie ce labyrinthe. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est assez connu. On sait a priori comment sortir du labyrinthe et peut-être se rendre devant cette grande tour avec une boule tout en haut, qui est probablement peut-être le repère du gardien Brionne, qui serait peut-être tout simplement une arme créée par les gens de cette ville mystérieuse, hein, de ce labyrinthe, et qui était là peut-être pour les protéger, et pour protéger peut-être cette herbe, puisque s'il y avait une ville là, c'était que peut-être les herbes étaient tellement utiles qu'ils ont dit soit on va la cultiver, soit on va l'utiliser, donc on va faire une ville là, et peut-être pour se protéger des monstres ou même des envahisseurs. Je ne sais pas s'il y a des factions ou je ne sais quoi sur le Dark Continent. Peut-être ils ont essayé de créer Brionne et ça s'est peut-être retourné contre eux. Voilà donc pour les 5 trésors connus pour le moment, parce qu'on peut supposer qu'il y en a d'autres, notamment peut-être dans le livre de l'Ouest. On ne sait pas, c'est pas très clair si, comme je disais, si vraiment les trésors sont notés dans le livre ou si c'est quelque chose qui a été c'était un secret qui a été divulgué à Jin, mais a priori oui, ce serait dans la logique, ce serait dans le livre, puisque ce serait pour ça qu'il y avait beaucoup d'expéditions qui ont voulu aller sur le Dark Continent. Et du coup, ce qui me fait un peu réfléchir, c'est que ces 5 choses, ces 5 trésors sont un peu comme des consommables. C'est-à-dire que l'herbe qui guérit tout, il n'y en a certainement pas qu'une. La plante alchimique, on en a dit, il n'y en a certainement pas qu'une. Les pierres inépuisables, il y en a beaucoup certainement. Le riz, c'est aussi certainement une céréale qu'on trouve en quantité. Et l'élixir, c'est difficile à dire, mais peut-être que ça peut produire de l'eau et des liquides, ce qui serait intéressant. Mais alors là, du coup, je ne sais pas si c'est vraiment un consommable ou si c'est quelque chose qu'on récupère, peut-être un ingrédient ou quelque chose de liquide qui parce qu'ils disent la solution mère, donc ça pourrait dire que c'est genre un liquide qu'on récupère qui permet de faire d'autres liquides, mais c'est assez flou, on va dire qu'on va la mettre de côté. Pour les 4 autres, ça a l'air d'être du consommable, ce qui veut dire que potentiellement Don Fricks aurait été obligé d'y retourner quelques fois. Donc par exemple, pour aller récupérer le riz de longue vie, peut-être que
le manger une fois, ça ne suffit pas. Il faut peut-être le consommer régulièrement, alors peut-être tous les 20 ans, tous les 10 ans, je sais pas, pour continuer à soit rajeunir, soit... voilà, on ne sait pas exactement comment ça rallonge la vie, mais on pourrait éventuellement se dire que c'est quelque chose qu'il faut avoir en quantité. Et si c'est des plantes, c'est ce genre de choses qui fanent ou qui meurent. Enfin voilà, donc le riz pourrait être utilisé au moment où il est cueilli, peut-être à certaines périodes de l'année, hein, on ne sait pas exactement, peut-être seulement à certaines périodes qu'on peut récupérer le riz. Les pierres inépuisables, ok, une bille ça permet de générer beaucoup d'électricité, mais si tu veux faire par exemple, je sais pas, tourner une ville, parce qu'il y a peut-être une ville qui tourne à ça, hein, peut-être que Don't Freak ça crée même une cité ou quelque chose comme ça, et dans ce cas là il faudrait pouvoir de temps en temps se réapprovisionner en pierre, et donc ce genre de truc, et pareil pour les herbes guérisseuses, donc ce genre de choses me fait dire que Don't Freak aurait un moyen de se rendre rapidement dans ces zones, ne serait-ce par exemple que même s'il trouve autre chose, un autre être vivant qui a besoin de ça, qui a besoin d'être guéri, je pense que du coup il a peut-être soit créé un système permettant de s'y rendre, donc peut-être des portails, un truc comme ça, en naine éventuellement, ou alors peut-être que les portails existaient déjà, qui permettaient aux civilisations d'avant de se déplacer, mais bon, ça c'est peut-être que d'abord pour pouvoir l'utiliser il faudrait le trouver, et du coup c'est pas si facile que ça, donc on pourrait s'imaginer que peut-être que la ville labyrinthe aurait un portail ou quelque chose comme ça, ou alors que Don't Freak possède un moyen de transport rapide qui permettrait d'aller d'un point à l'autre sans trop s'embêter. Parce que sinon, bon alors après peut-être que ça marche qu'une fois, le riz il le mange une fois, ça suffit, il a pris quelques herbes et il s'est barré. Mais ouais, ce serait surprenant, surtout s'il arrive, parce qu'à un moment donné, comme je disais, il est retourné a priori dans le monde des humains, et il est reparti. Donc ce serait pas étonnant qu'il y ait par exemple un portail dans le monde des humains qui permettrait d'y aller. Ce qui serait intéressant, ce serait que du coup, si on découvre un portail au niveau par exemple de la ville ancienne, qui permettent de rentrer dans le monde des humains et éventuellement d'aller à d'autres endroits du Dark Continent, eh bien ça permettrait d'éviter des ellipses de 2 ans, le temps qu'ils aillent d'un point à un autre. Bon, après ça pourrait être intéressant d'avoir des ellipses, mais c'est évidemment, je pense qu'il faut qu'on ait un moyen de transport rapide si on a envie de voir un peu plus que simplement la ville ancienne du Dark Continent. Ce qui reste surprenant, c'est aussi la relation entre les trésors et les calamités. Là, on a des trésors, on a des calamités. C'est pas forcément le cas pour Zobé, mais ça paraît quand même un peu surprenant que ce soit pile à cet endroit-là. On peut se dire tout simplement que les monstres surveillent l'endroit parce que justement s'il y a des explorateurs qui y vont une fois de temps en temps, ou des humains ou d'autres types, c'est le bon endroit pour faire une embuscade et les bouffer. Mais sinon on pourrait se dire que quelqu'un les a mis là. En tout cas bon, a priori Brionne est là parce que c'est une arme, donc une arme qui a été certainement créée par quelqu'un, mais les autres ont l'air quand même d'être vivants, autonomes. Donc oui, le fait qu'ils soient à côté des trésors peut être en rapport avec le fait qu'ils attendent une proie. Parce que, bon, ça j'en ai pas parlé, mais moi il me semble assez logique qu'ils aillent d'abord vers Brionne et donc vers la ville ancienne. Tout d'abord, comme je le disais, Steiner il lit les histoires sur la ville ancienne, donc ça voudrait dire que ce serait peut-être le premier point de départ. Ensuite, on a l'air de savoir pas mal de choses. Brionne reste quand même de B+, par rapport aux autres, la plupart des autres qui sont de niveau A
dans la globalité, à part Zobé qui est de B+, mais Zobé, voilà, on sait pas trop. Donc ça me paraîtrait pas si mal d'y aller. On a l'air de... Et puis c'est celle vraiment où on a le plus d'infos. Donc peut-être qu'en tant qu'arme, peut-être qu'ils se disent que c'est faisable de contrer cette arme pour aller récupérer quand même des herbes qui guérissent des milliers de maladies, qui serait vraiment une avancée incroyable pour l'humanité déjà, peut-être bien plus que ne le serait le riz nitro, qui peut-être là du coup serait quelque chose qui serait réservé à une élite, s'il n'y en a pas beaucoup, alors qu'ils arrivent, peut-être s'ils arrivent à replanter, ce serait le plus intéressant, de replanter les herbes ou replanter le riz, ce serait déjà une avancée énorme, mais tout le monde n'a peut-être pas envie de vivre 300 ans. Et puis, à côté de ça, on a... Bon, le moyen de générer de l'électricité, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas forcément la priorité. Et du coup, ce qui reste, c'est l'élixir. Là, c'est difficile à dire. Et Métallion, même eux ont l'air de pas forcément savoir exactement à quoi ça correspond. Donc, forcément, ouais, ça me paraît le plus logique d'aller d'abord vers Brionne. Sachant que l'association des Hunters a été embauchée en totalité par le V5, enfin actuel V6, pour aller sur le Dark Continent. Le but de l'association des Hunters, tel qu'on le connaît pour le moment, c'est d'abord de récupérer une des calamités et de l'enfermer, de la ramener a priori, pour pouvoir l'étudier, etc. Donc il n'est pas question de trésor de ce qu'on sait. Alors c'est encore une fois, c'est pour ça que ça me paraît un peu surprenant. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais bon, comme ils savent à propos de Métallion, bon, peut-être que c'est juste au moment où Cheadle en parle, elle nous dit juste voilà, notre but c'est d'aller récupérer une calamité. Évidemment, je pense que récupérer le trésor qui est à côté de la calamité serait intéressant quand même. Mais voilà, juste pour revenir sur les factions, on va dire, qui seront en route vers le Dark Continent, on va avoir l'association des Hunters qui est donc composée de voilà, tous les Hunters qui ont répondu présent, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils demandent à Léolio de venir dans le Zodiac. C'est comme il a vraiment été surprenant, voilà, quand il a été jusqu'en finale de l'élection, et il a beaucoup de soutien, et ça a permis de faire des recrutements plus facilement des Hunters pour toute cette expédition. Donc il y a toute une grande partie, on ne sait pas exactement combien, mais des Hunters professionnels qui vont partir sur le Dark Continent d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qui sont liés à cette expédition. Et ensuite, il y a tous ceux qui ont été ajoutés, donc des Hunters avec des titres provisoires, qui ont été lauréats, on va dire, du 289e examen des Hunters, donc qui s'est déroulé dans le volume 33. Donc Rapika a fait un petit peu le tri, il a fait le tri comme il pouvait entre ceux qui venaient comme ça pour vraiment aider l'association des Hunters, et peut-être potentiellement devenir Hunter par la suite, et puis ceux qui venaient en tant qu'espions. Il a réussi à écrémer pas mal d'espions grâce à sa dowsing chain, et notamment chez les Hunters, donc à titre provisoire, il y a Theta et puis 4 autres membres de Tserinich qui actuellement sont gardes du corps dans le Blackwell, mais qui techniquement devraient par la suite aider l'association des Hunters pour toute l'expédition sur le Dark Continent. Donc normalement les Hunters provisoires, ils sont environ 150, et ils sont au niveau 1 du Blackwell, donc en direction du nouveau continent d'abord, et ensuite du Dark Continent. On sait, donc voilà, donc ça c'est pour les Hunters, on sait qu'il y a tous les Zodiacs,
Sanbika, il y en a plein. A priori, il y a Moro qui viendra aussi, en tout cas, qui fera la liaison maritime entre le nouveau continent et vers donc d'abord une petite île, puis vers les gardiens, la porte des gardiens qui permet ensuite de se rendre au Dark Continent. On ne sait pas si Moro va continuer avec eux, mais voilà. On sait par exemple aussi que Pion est en train de mettre au point un logiciel de décryptage au cas où il serait en relation avec des civilisations du Dark Continent, et que Cluck va, elle, s'occuper plutôt des informations sur les plantes du Dark Continent, et ensuite, bah voilà, par exemple, que Geru est aussi plutôt concerné par l'après-débarquement en tant que Poison Hunter. Donc voilà, Kanzai, quant à lui, il se charge de défoncer les gens sur le Dark Continent. On peut aussi citer ceux qui ont été recrutés avec Kurapika, c'est-à-dire son maître Izunami, Hanzo, Basho, Senritsu ou encore Biscuit. Surtout Hanzo et Senritsu, puisque Hanzo recherche le parchemin des ombres, qui pourrait potentiellement être lié au Dark Continent, et Senritsu qui recherche la sonate du diable, qui pour le coup sonne vraiment comme une autre calamité, ou en tout cas peut-être en rapport avec une calamité qui a peut-être écrit justement cette partition. Voilà un petit peu pour ces personnages-là. Après on a évidemment la faction de Beyond Netero, dont notamment évidemment Jin en premier lieu, et Pariston, des mercenaires avec leur leader Muer, et plusieurs autres hunters dans son groupe, hein. Et du coup on a évidemment Sayu qui est une taupe chez les Zodiacs, et d'autres personnes qui seront affiliées à Beyond Netero et son équipe, comme Bill par exemple, ou Cyride, qui pour le moment est, on ne sait pas trop où pour le moment, Curton qui était censé faire aussi partie de cette expédition, mais qui est mort a priori aussi. Par contre, il n'y a pas forcément de raison de penser que la brigade fantôme irait sur le Dark Continent, donc ça c'est à voir vraiment ce qui va se passer dans le bateau. Pour le moment, il y a tellement de paramètres que c'est quasiment impossible à deviner, mais a priori, le but de la brigade fantôme à ce moment-là, c'est de tuer Hisoka et de s'emparer du trésor de Kakin, donc pas grand-chose à voir avec l'expédition vers le Dark Continent. Pareil pour la mafia qui se trouve dans le bateau, leur but c'est surtout c'est un peu une guerre pour avoir les territoires sur le nouveau continent. Donc, pas sur le Dark Continent, plutôt sur le nouveau continent, parce qu'a priori ils vont pas faire grand chose sur le Dark Continent. Et c'est un peu de même pour tout ce qui est les princes de Kakin. Déjà ils sont en train de se battre les uns contre les autres, donc imaginons qu'il y ait un survivant au minimum, disons que celui-là régnera sur le nouveau continent, mais il n'aura pas grand-chose à faire à l'extérieur. Mais du coup, on pourrait se dire que si Terinich ne remporte pas le titre de roi, ça voudrait dire qu'on pourrait quand même avoir un peu plus de, par exemple, Theta dans le Dark Continent, puisqu'elle est affiliée au Hunter techniquement. Donc pour le moment, on a le groupe de Beyond, le groupe des Hunters. Pour moi, ça fait déjà pas mal de personnages pour le Dark Continent. Évidemment, il y en aura qui vont certainement mourir pendant le Blackwell. Mais en tout cas, ça fait pas mal de personnages, et on peut imaginer que s'il y a de nouvelles civilisations, si on découvre de nouvelles formes de vie, ou etc., on aurait de nouveaux personnages directement sur le Dark Continent. Ce serait pas étonnant que ce soit le cas. Personnages humains, humanoïdes ou autres, monstres, etc. Cela dit, on se rappelle quand même que Pariston possède 5000 hybrides de chimérantes possédant le naine, donc on ne sait pas à quoi ils vont servir. Ça m'étonnerait qu'ils s'en servent dans le bateau. Est-ce qu'ils sont là ou pas? Enfin, ça fait 5000, ce qui est énorme, donc à mon avis, il va trouver une autre manière de s'en servir. Soit il les garde sur, on va dire, le monde des humains, soit il va trouver une manière de les amener sur le Dark Continent afin de s'en faire une armée pour, on va dire, conquérir le Dark Continent. Le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ils ont chacun
une conscience propre ou s'ils sont amorphes et puis que voilà, Pariston peut les utiliser un peu comme il veut. Moi, ce que je ferais si j'avais 5000 utilisateurs de Nen, bon alors évidemment il y a plusieurs types de Hatsu qui sont possibles, mais je me dis ce serait pas con d'avoir un Hatsu conjoint de 5000 Chimeras. Ce serait vraiment un truc monstrueux quoi. Si on voit déjà ce que fait Arkenberg avec 14 personnes, on peut se dire que 5000 utilisateurs de Nen en même temps, ça doit être absolument monstrueux. Après, c'est vrai que les Chimeras, les hybrides, ont une résistance qui est assez élevée, ce qui en fait quand même une armée assez intéressante pour le Dark Continent, comparé à, on va dire, des humains standards. On est sur une armée quand même relativement efficace, surtout en plus si Pariston les manipule. On a aussi Dawn Freaks qui est quelque part sur le Dark Continent. Si on nous en a parlé, c'est que fort probablement il n'est pas encore mort. Mais Dawn Freaks c'est surprenant parce que on a l'impression qu'il n'a pas eu besoin spécifiquement de guide, ou alors il a gardé son guide tout du long et il ne fait que aller d'endroit en endroit que le guide lui présente tout en relatant ce qu'il voit dans son livre. Mais il a quand même l'air d'être plutôt quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui veut arpenter, explorer le Dark Continent par lui-même, comme un peu Jin, Netero, le père et le fils, enfin voilà. Isaac Netero qui est allé sur le Dark Continent 2 fois, dont une qu'on peut voir, qui est relatée plus ou moins par Jin. On voit cette double page avec beaucoup de monstres qui s'entrebouffent, un ver géant, etc. Et avec Zigzoldyck et Rinne Odoble, qui est une gourmet hunter, et d'ailleurs Odoble, ça vient a priori de hors d'œuvre. Et du coup, il y est allé avec ces deux-là. On voit qu'ils sont presque face à un mur de monstres. Un peu, peut-être, ça me fait un peu penser à Calm Belt dans One Piece, c'est-à-dire des énormes monstres qui interdisent d'aller à un certain endroit. Donc soit c'est ça, soit c'est plus on s'enfonce peut-être dans le Dark Continent, plus il y a des monstres absolument gigantesques et ça devient impossible pour un humain de s'y aventurer. C'est pour expliquer peut-être pourquoi Dawn Freaks ne fait que le tour de la rive du lac Möbius. Mais mis à part le gigantisme qu'on peut voir à travers cette double page, on n'en sait pas bien plus sur le voyage de Netero. Pour rester sur les personnages, on a quand même Jin, qui est lui à la base archéologue. Le fait qu'il soit archéologue me fait dire qu'il doit quand même en savoir beaucoup sur les civilisations anciennes et notamment sur les civilisations qui seront sur le Dark Continent. Si ça se trouve, il a découvert des choses incroyables dans les ruines qui seraient utiles pour aller sur le Dark Continent, voire même carrément pouvoir faire justement des sauts du monde des humains jusqu'au Dark Continent. Mais bon, pour le moment, ça reste que des spéculations. Mais on peut penser qu'il a fait aussi beaucoup de découvertes au niveau du Nen, et on peut éventuellement se dire que lorsque Jin a créé Grid Island, il avait à peu près une vingtaine d'années, il l'avait fait peut-être parce qu'il était frustré de ne pas pouvoir aller sur le Dark Continent ou ce genre de choses, et peut-être qu'il a créé des objets, etc. dans Grid Island en s'inspirant du Dark Continent. Après, Jin a l'air quand même de s'y connaître aussi au niveau de l'arbre monde. Il doit certainement connaître pas mal de choses que pour le moment nous en tant que lecteurs on ignore, et peut-être même que les autres personnages ignorent, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le grand tour du monde, donc vous pouvez revoir là-dessus, c'est quand je parle de la ville de l'arbre monde tout simplement. Mais c'est vrai que vu le gigantisme du Dark Continent, et notamment l'arbre monde, ce serait pas étonnant quand même qu'il trouve un moyen d'aller d'un point A à un point B plus rapidement que simplement y aller à pied. Bon, après ça peut être par exemple moyen volant aussi, à base de monstres ou s'ils arrivent à créer un dirigeable, je pense que c'est quand même faisable sur place de faire un dirigeable. Après on sait qu'il y a des vers géants qui peuvent attraper des trucs
Donc ouais, je serais quand même prudent sur ça, mais en même temps, vu ce qui se passe au sol, on peut se dire que peut-être les airs, c'est pas si con que ça d'y aller. Et ça me fait penser d'ailleurs que si on parle du Blackwell, le Blackwell évidemment ça a une forme de baleine, c'est vrai que ça rappelle un petit peu les dirigeables qui ont des formes un peu voilà, de requins, des trucs comme ça. Mais en même temps, je me dis que peut-être c'est fait exprès aussi pour permettre de passer inaperçu dans la mer inexplorée. Puisque la mer inexplorée a énormément de monstres, etc., qui, notamment qui volent au-dessus et qui sont des guerres de territoire. Certainement aussi beaucoup de monstres marins. Et d'ailleurs, un truc dont je voulais parler, c'était quand même un peu ces cercles un peu concentriques. On a un cercle qui marque, on va dire, le territoire des hommes, la zone maritime humaine, et ensuite un cercle qui marque la coupure entre la mer inexplorée et la mer sombre. Je me demande quand même si c'est quelque chose de juste pour les cartes, on va dire, un rayon tout simplement autour des continents du monde humain, ou alors si c'est vraiment quelque chose de physique, c'est-à-dire que dans la mer, il y a quelque chose qui fait que entre le monde des humains et la mer inexplorée, il y a un truc comme une coupure qui fait que les monstres ne passent pas. C'est quand même un peu étrange que tous ces gros monstres tournent autour du monde des humains. À moins que de temps en temps, il y ait quand même des monstres qui se perdent et arrivent jusqu'au monde des humains, et dans ce cas-là, justement, les hunters ou d'autres doivent aller les chasser. Mais sinon, c'est un peu surprenant qu'ils ne vont que autour du monde des humains. Et encore une fois, cette deuxième grande limite entre la mer inexplorée et la mer sombre, qui paraît un peu surprenant, et on a l'impression vraiment que ce sont des zones, donc par exemple, la mer inexplorée a un certain nombre de gros monstres, et quand on va dans la mer sombre, il y a encore des monstres bien plus impressionnants, qui fait que peut-être les petits, entre guillemets, les petits sont de plus en plus confinés. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un truc dont je pense, ça pour le coup on va peut-être en savoir un peu plus assez rapidement, puisque normalement le Blackwell est censé arriver à la limite au bout de 3 semaines, et là comme on est sur une douzaine de jours, donc on devrait pas tarder à arriver au moment où le Blackwell va devoir se ravitailler à la limite du monde des humains. Et pour mon dernier point, je vais parler rapidement de la reine des chimérantes, qui elle est arrivée par le sud-ouest du monde des humains, et on sait d'après Jean qu'elle vient du Dark Continent, donc ça voudrait dire que a priori quelque chose s'est passé et que elle a dérivé peut-être jusqu'au monde des humains. Peut-être que pour le Dark Continent ça reste une petite fourmi. En tout cas elle a réussi à passer la mer sombre et la mer inexplorée pour arriver jusque là. Évidemment, venant du sud-ouest, on pourrait se dire éventuellement que elle vient justement du sud-ouest du Dark Continent, là où potentiellement pourrait se trouver Dawn Fricks. Mais le fait que son bras soit quand même retrouvé dans le monde des humains me fait dire qu'en fait c'est au moment où elle a essayé de traverser entre la mer inexplorée et le monde des humains qu'il s'est peut-être passé quelque chose et qui a fait qu'elle a perdu son bras. Parce qu'apparemment ça a l'air quand même d'être une blessure assez récente. Voilà pour cette vidéo sur le Dark Continent, j'espère que ça vous a plu. Je me dis qu'un truc qui pourrait être sympa en live aussi, ce serait qu'on discute de la fameuse double page qu'on voit à la fin du chapitre 339 quand Jean parle du Dark Continent, et qu'on voit aussi dans l'animé, parce que le truc c'est que je la prends pas pour argent comptant, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui soit totalement réaliste. Peut-être que c'est juste Togashi qui nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le Dark Continent sans nécessairement avoir réfléchi à tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Voilà, sur ce, je vous remercie et à bientôt.